Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Donald Trump. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Grace Lee. Pour tous les immigrés, le goût des saveurs de chez eux, c'est comme un billet express vers les souvenirs. Il y a plusieurs façons de devenir militante, d'accéder à ce que certains appellent la conscientisation politique. En ce qui concerne Grace Lee, c'est son amour de la bouffe qui l'a conduite à devenir l'une des figures de l'asio-militantisme en France. Elle a créé son blog La Petite Banane en 2012 pour chroniquer les 1001 adresses de restaurants asiatiques parisiens agacés d'entendre des clichés sur la cuisine chinoise. De fil en aiguille, son blog est devenu de plus en plus personnel et de plus en plus politique. Grace Lee a eu envie d'ouvrir la discussion à d'autres thématiques, comme les stéréotypes racistes envers les personnes issues de l'immigration asiatique en France, notamment dans les médias et dans l'industrie culturelle. Grosso modo, quand la presse française parle de la communauté asiatique, c'est pour le Nouvel An chinois, pour commenter son, je cite, « intrigante réussite » ou pour relater les agressions racistes. Mais les choses bougent. Grace Lee a lancé sa web-série « Ça reste entre nous ». Un collectif asio-féministe appelé Sokanyae vient d'être créé. Et le magazine Koi, conçu pour parler des cultures asiatiques de France, vient de sortir son 3e numéro. Croyez-moi, cela n'est que le début. C'est un délice d'écouter Grace Lee parler. J'aime son timbre grave et le temps qu'elle prend pour décrire les saveurs de la soupe cambodgienne de son enfance. Voici le premier épisode de La Poudre qui donne faim. Avec Grace Lee, on a parlé de la guerre, de l'odeur de l'ail frit et de Michel Leb. Grace Lee, la première fois que j'ai entendu parler de vous, c'est dans un festival qui rassemblait des féministes à Paris, dans le 20e. Vous étiez montée sur scène pour présenter l'un de vos derniers projets, une web-série intitulée « Ça reste entre nous ». Vous y filmez une discussion entre des personnes issues de la communauté asiatique française qui échangent sur la féminité, sur la séduction, sur l'éducation. Le tout autour d'un boboon ou d'une soupe faux qui fait saliver pendant toute la discussion. Vous étiez jusqu'alors surtout connu pour votre blog principalement culinaire, La Petite Banane, où les Parisiens gastronomes ont pris l'habitude de se connecter notamment pour trouver les meilleurs restaurants chinois de la capitale. Si vous n'avez pas cessé vos activités de journalisme culinaire, vous êtes devenue ces derniers mois l'une des voix les plus visibles de ce qu'on pourrait appeler les prémices d'un asio-militantisme français. J'ai lu cette phrase de vous dans une interview. « J'ai mis 37 ans à me rendre compte de toutes les discriminations que j'ai vécues dans ma vie en tant que femme issue de l'immigration. Vous appelez ça être réveillée ou être woke pour employer un mot qu'aiment bien les militants et militantes féministes et antiracistes. Ça fait quel effet pour vous, Grace, d'être woke? Est-ce que votre vie était plus simple avant? Ouais, je pense que la question est bien posée. En fait, c'est vraiment comme on dit quand on prend la pilule rouge, là, et qu'après, on voit la matrice, quoi. T'as l'impression que rien n'est perçu. C'est ta perception qui change. Parce que finalement, moi, je suis la même personne. C'est la perception des choses qui, moi, change. Mais ça, ce regard-là, aujourd'hui, que je porte, par exemple, sur mon enfance et sur mes parents, sur ce qu'ils ont traversé, il est foncièrement différent maintenant que je suis woke, mais aussi que je suis maman, que j'ai fait moi-même un petit chemin. Je perçois tout ça différemment. Mmh. Alors, Grace Lee, vous avez grandi, je crois, à Paris. Alors, en fait, je suis née à Grenoble. À Grenoble. Ouais.
Ouais. Mes parents habitaient à Grenoble et je suis née à Grenoble et ils tenaient un restaurant chinois. Donc voilà, donc c'est hyper cliché. Les Chinois qui tiennent un restaurant chinois où on sert des nems vietnamiens et des riz cantonais et des samoussas au curry. Et voilà, c'était l'époque où je pensais que les noix de coco givrées, là, dans leur coque en plastique, elles poussaient dans les congélateurs. Et puis, alors donc on vivait dans un joyeux bordel parce que mes parents, en fait, il y avait beaucoup de passages chez nous parce que mes parents sont chinois du Cambodge, donc ils ont accueilli chez nous donc beaucoup de d'oncles et de tantes, enfin avec qui peut-être je n'avais aucun lien de parenté, qui passaient plusieurs mois à la maison et tout ça pour rebondir dans la vie, pour trouver une nouvelle direction. Et donc voilà, on était tous entassés dans cet appartement. Je sais plus, c'était peut-être un 2 pièces ou 3 pièces. Enfin moi j'étais très contente parce que par exemple je faisais du cododo avec mes parents, par obligation parce qu'il n'y avait pas de place. Et puis moi, je pense que j'ai eu une enfance très heureuse là, même si tu vois, on était tous les uns sur les autres et qu'il y avait des gens hyper tristes qui avaient perdu plein de choses, qui avaient tout perdu en fait. Ouais, on va y revenir, mais je voulais que vous nous racontiez des souvenirs de cette enfance. Donc vous avez été à Grenoble jusqu'à quel âge à peu Alors près jusqu'à l'âge de 6 ans, donc j'ai fait mon CP là-bas. Et puis ensuite, mon père a trouvé un business dans la région parisienne. D'accord. Et du coup, on est venu à Paris pour y vivre. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai rencontré des problèmes. Enfin, je veux dire, je pense que quand j'ai quand j'ai commencé à réaliser que j'étais différente des autres, c'est là où, je me sentais peut-être moins heureuse, je sais pas. Il y a une rupture entre cette petite enfance à Grenoble où vous étiez peut-être insouciante et l'arrivée à Paris. Ouais, je pense que déjà quand je suis arrivée à Paris, il y avait vachement plus de mixité dans l'école où j'allais, et puis je me rendais progressivement compte que déjà à la maison on parlait une langue différente, donc il y avait ce truc de c'est hyper bizarre votre langue, et aussi on mangeait différemment, et ce truc de c'est bizarre ce que vous mangez. Et aussi cette conscience, je pense, de classe, puisque j'avais pas de chambre, on n'avait pas de salon, on n'avait pas de salle à manger. Tous ces mots qu'on apprend dans les livres d'enfants, et puis ça résonne pas en moi. Et voilà, c'est un peu d'être conscient d'être pauvre, en fait, de se dire, nous, il y a des matelas partout, et puis il y a des gens qui dorment dessus. Donc, voilà. Et puis il y avait aussi la télé, parce que mes parents ils travaillaient beaucoup. Et la télévision, c'est une babysitter vraiment commode, et vraiment pas chère. Et du coup, et on regardait donc tous ces programmes. Et on voit bien que dans l'écran et dans la vie, il y a vraiment une rupture. C'est-à-dire que... Et voilà. Donc ça vient progressivement, mais ça vient. Ouais. Et je pense que c'est comme ça que j'en suis venue à rejeter mes racines. Parce que j'avais honte d'être chinoise. Parce que tout ce qui était associé en fait à la Chine était hyper négatif. Dans les années 80, il y avait ce truc de l'ouverture économique de la Chine. Donc c'était le péril jaune. On avait peur. Ouais. Ils allaient nous envahir. Bien sûr. Et donc moi, je connaissais vraiment rien de la Chine. J'avais jamais mis les pieds, mais il y avait de la Chine en moi. Ça se voyait. Il y avait ce truc qui m'a vachement marqué. C'était moi, je suis née en 1979, et ça, c'est l'année qui a marqué la politique de l'enfant unique en Chine. C'est-à-dire c'est l'année où ça a été ça a commencé décidé. D'accord. Voilà, ça a commencé en 79. Évidemment, la politique de l'enfant unique, c'est vraiment un coup abominable aux droits des femmes. Ouais, c'est terrible. Et puis c'est quelque chose qui a été aussi très médiatisé. Enfin, quelque chose, même, je crois que petite fille, je savais qu'en Chine, on a le droit de faire qu'un enfant. Enfin, exactement. Tout à fait. Voilà. Et donc, du coup, j'entendais ces histoires de ces petites filles qui étaient abandonnées, et peut-être même assassinées. Vous savez, comme des petits chats qu'on met dans un sac plastique quand ils sont en trop dans une portée, et que du coup, ils se réveillaient jamais. Ouais. Et il y avait aussi, bien sûr, des stérilisations forcées de femmes dont on soupçonnait qu'elles avaient enfreint la loi. Enfin bon, c'était terrible. Ouais. Et donc, moi, j'avais jamais mis les pieds en Chine, évidemment. Et puis, j'étais née en France. Mais je sais pas pourquoi ma mère me disait ça, mais elle me disait, tu sais, quand t'es né, ton père, il a fait un peu la gueule parce que, tu vois, il espérait un garçon. Parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas d'échographie, donc il avait espéré un peu jusqu'au bout, mon père. Puis quand il a vu ma tête, il a vu ma zézette, comme on dit, il n'était pas content. Bon,
Et puis après, il a eu une deuxième fille. J'ai eu une sœur. Donc la rebelote, quoi. Heureusement, il a eu un garçon en 3e. Donc quand même, l'honneur est sauf, tu vois. Mais, enfin bon, ma mère, elle m'a raconté ça affectueusement. Mon père, il nous adore. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout, voilà. Mais je me suis quand même dit à un moment que si j'étais née en Chine, bah peut-être que moi et ma sœur, on n'aurait pas été retenus au casting, tu vois. Ouais. Et peut-être que c'est pour ça que je redoublais d'efforts pour être hyper sage, hyper polie, hyper souriante. J'avais ce petit carré, aucun cheveu ne rebiquait, quoi. Parce que peut-être que je voulais que les grandes personnes, elles se félicitent de m'avoir gardée, enfin, tu vois. Ouais. Ouais. Donc voilà, en fait, ouais. Et du coup, ce truc du regard des autres, ça a commencé là. L'importance du regard des autres sur moi et que j'avais de valeur que si les autres me validaient, ça commençait là. Bien sûr. Vos parents sont chinois, vous venez de nous l'expliquer, mais ils vivaient au Cambodge. Oui. Ils faisaient partie d'une minorité chinoise installée à Phnom Penh depuis plusieurs générations. Et ils ont fui la dictature khmer en 1969, un régime totalitaire, je pense que c'est bien de le rappeler, qui a fait entre 1 et 3 millions de morts dans les années 70. Ça a quel impact sur une enfance de se savoir issue de cette histoire-là ? Bah ouais, je le porte encore jusqu'aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est hyper. Bah déjà que quand j'étais petite, on n'en parlait pas, parce que mes parents, ils avaient tout fait pour fuir ce truc-là, et c'était pas pour que nous on vive dedans. Il y avait cette voilà, donc on n'en parlait pas du tout. Bah alors eux, ils en parlaient, les adultes. Hein. Ils en parlaient entre eux parce que bon, il y avait tellement peu d'intimité dans notre chez nous que j'entendais les choses. J'entendais ces discussions d'adultes avec des mots que je comprenais pas. Bah déjà la faim, la torture, la mort, mourir d'une diarrhée, enfin des trucs qui sont pas pour nous, enfin que moi j'ai jamais eu faim. Je veux dire, enfin c'est ça, voilà, je me suis affamée, mais j'ai jamais eu faim. Donc voilà. Donc petite, c'était dur parce que quand je posais des questions, enfin je sais même pas si j'en posais parce que je savais qu'on allait me dire non mais tu comprendras plus tard, voilà. Et même plus tard, je crois que j'ai mis vachement de temps à le comprendre parce que c'est pas une histoire qu'on enseigne à l'école. Et par exemple moi, en fait moi c'est quand je me suis rendu compte que je connaissais vachement bien l'histoire d'autres peuples. Plus que l'histoire de ma propre famille, que je me suis dit quand même là j'ai un petit problème. Parce que je peux, voilà, comme tout le monde, j'étais à l'école de la République, je connais la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, donc c'est super, hein, enfin, tant mieux pour moi. Et puis quand j'ai commencé à m'intéresser aux guerres de décolonisation et les guerres civiles qui s'en suivent en Indochine, je me suis dit quand même, attendez, là, il y a eu des Français pendant des décennies, après il y a eu des Américains, après il y a eu de l'argent russe, il y a eu des armes chinoises, tout ça avec les Cambodgiens, les Laotiens, les Vietnamiens. Mais par contre, ça, on n'appelle pas ça une guerre mondiale. Ça s'appelle vous vous entretuez entre vous et nous, on n'a rien à voir avec ce bordel. Voilà. Allez, viens, John, rentre à la maison. Bien sûr, c'est la perception qu'on en a, d'une façon comme si c'était complètement périphérique, en fait, à l'histoire de la France. On vous parlait comment quand vous étiez petite ? Alors ouais, je pense que déjà, on parlait comme... comme on parlait pas beaucoup... je pense que pendant longtemps j'étais comme un peu on était un peu invisibles les enfants, c'est-à-dire que le truc tu comprendras plus tard, pour moi c'est un peu bon, tu n'auras de valeur que quand tu deviendras grand que je pourrais te parler. Donc je pense que moi j'ai pas beaucoup de souvenirs de discussions avec mes parents et j'en ai beaucoup voulu à un moment parce que mes parents c'était des taiseux, hein, donc mon père il travaillait beaucoup et puis il venait d'une famille très aisée au Cambodge. Il était promis un avenir magnifique et tout ça. Et puis quand il est arrivé en France et qu'il avait tout perdu, ça l'a complètement, je sais pas, c'était plus la même personne. Ma mère me disait souvent, il n'était pas comme ça quand je l'ai rencontré. Et mon père, il sait même pas comment sa famille est morte. C'est-à-dire que j'ai posé la question il y a pas longtemps à mon père. Je lui dis mais ils sont morts comment, grand-père et grand-mère ? Et il sait pas, en fait. Il me dit, ils sont morts comme... Il m'a dit, ils ont dû mourir comme tous ces gens sur les routes. C'est-à-dire que donc lui, enfin, voilà. Donc, et donc ça fait 30 ans, enfin, plus de 30 ans. C'est une immense douleur qui porte
depuis 30 ans, quoi. Voilà. Et donc c'est un deuil impossible parce qu'il n'y a pas de sépulture, il y a pas de, on ne sait même pas les conditions dans lesquelles ils sont morts. Ils sont morts de faim ou de soif, enfin, on ne sait pas. Donc lui, aujourd'hui, il me le dit d'une manière assez détachée, mais je pense que voilà, c'est très lourd pour lui à porter. Et ma mère, elle est vraiment, c'était vraiment l'archétype de ce qu'on appelle la tiger mom. Voilà, c'est la mère tigre, la mère qui a été complètement galvanisée par l'exil et qui est dans la totale abnégation. C'est-à-dire qu'elle est résignée à être une génération sacrifiée. Et elle vit tout par procuration à travers ses enfants. Donc voilà, elle nous a poussés vers l'excellence. Elle nous a inscrits à une foultitude d'activités périscolaires, toujours en précisant bien que c'était pas un métier. C'était juste pour le fun. Enfin, oui, voilà. donc piano, solfège, danse classique. Exactement, voilà. Les Tiger Mom américaines qui sont souvent caricaturées dans les articles de presse féminine. C'est ça, quoi. Vous aviez ça. Et donc, et puis elle disait tout le temps ce truc de vous avez beaucoup de chance d'être là. Vous savez, il y a des gens qui vont pas à l'école. Et évidemment, ça, je me dis, voilà, on a de la chance d'être là. On aurait pu mourir sur les routes. Enfin, je veux dire, c'est vraiment ce truc. Donc voilà. Et quand on est et puis on s'interdit d'avoir des problèmes, c'est-à-dire qu'on est tout va toujours bien et on essaye de on s'autorise rien. C'était quel genre de femme votre maman, à part cet aspect sur votre éducation? Je crois que vous l'avez perdue assez récemment, en fait. Oui, ça fait quelques années qu'elle nous a quittés et moi je crois que c'était une figure hyper féministe. C'est déjà vrai. Je me suis rendu compte après, mais voilà. Elle nous a toujours poussé à être, à faire de notre mieux, même si elle me disait, faut que tu sois la meilleure. En fait, ça voulait vraiment dire, fais de ton mieux. Ouais, non, c'était quelqu'un qui, elle mangeait bio avant l'heure, elle faisait du qigong, maintenant c'est hyper à la mode. Quand je la voyais manger ces graines de pollen, ou je sais pas, ma mère elle adorait ça, les trucs, vous savez, les graines rouges, là, les chinoises. Ah, les graines de chia? De goji. Les baies de goji, voilà. Maintenant, ma mère, elle exulterait si elle voyait que ça coûte 9,90 rue des Martyrs dans les magasins bio, mais tellement, je connais par cœur. Mange ça, c'est bien pour la santé oculaire. Moi, j'en avais dans toutes mes soupes. Moi, les baies de goji, c'est censé être hyper bien pour les yeux. Voilà, enfin bon, elle était... ouais, c'était super. Vous êtes allée au Cambodge pour la première fois il y a quelques années. Je l'ai lu sur votre blog. Oui. Vous en gardez quel souvenir de ce voyage? C'était magnifique. C'était la première fois que j'allais au Cambodge et c'était la première fois que mon père retournait au Cambodge depuis qu'il l'avait quitté. Et on l'a fait parce que donc c'était vraiment juste après le décès de ma mère et moi j'ai été complètement... Enfin, on devait y aller avec ma mère en fait. Donc faire ce retour aux sources, ce voyage sur les terres de leurs origines. Mais comme elle avait été malade plusieurs années avant de décéder, du coup, c'était pas possible. Et quand elle est partie, j'ai dit à mon père, écoute, voilà, là, on y va. On avait mon père en fauteuil parce qu'il était déjà un peu moindri. J'ai 3 gamins, donc voilà, on était partis avec mes 3 gamins. Ma dernière avait 15 mois. Waouh. Ma sœur est venue avec son mari et sa fille qui avait genre 11 mois. On était quel voyage. Ah non, mais c'était incroyable. On est arrivés, il y avait des poussettes, il y avait des fauteuils roulants. Enfin bon, c'est bon. Ah, c'est sûr que aux aéroports, on faisait pas la queue. Ça, c'est bien. Et voilà, et on est arrivé dans ce pays qui vraiment, en fait, c'est fou parce que moi, j'ai eu l'impression que j'ai toujours connu cet endroit. Parce que dans toute mon enfance, il y avait des petits bouts de trucs, voilà. Et là, comme des petits pointillés, et on peut tirer un trait, et on voit c'est comme les coloriages magiques. Vous voyez, j'ai coloré toutes les cases toute ma vie, et là, enfin, je vois la grande image. Donc, c'était magnifique. Et mon père, quand on est arrivé au Cambodge, il a fait un truc qui m'a hyper choquée. C'était que, lui, il a quitté le Cambodge il y a longtemps, hein, et avant... Donc, quand il est parti en 69, c'était avant la guerre civile. Il y a une guerre civile de 70 à 75, juste avant l'arrivée des Khmers rouges. Ouais. Et donc, lui, il est parti avant la guerre civile. Et il est arrivé à l'aéroport et il a commencé à parler aux gens en français. C'était un choc pour moi. Je lui ai dit, mais papa, avec mon regard là, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Me fous pas la honte, qu'est-ce que tu fais? Et il me dit, bah oui, il disait bonjour aux gens et tout. Je lui dis, mais
mais personne ne parle français. Il me dit, bah si. Parce qu'en fait, lui, quand il est parti, il y avait encore plein de gens qui parlaient français. Wow. Enfin, c'est un autre temps. Vous voyez, ça m'a vraiment... Et voilà, sinon, tout là-bas m'a enchantée. Hein, vous savez, il y a la cuisine, évidemment, puisque vraiment, les saveurs de l'enfance, c'est magique, puisque mes parents m'emmenaient manger dans ces restaurants dans Chinatown, dans le 13e arrondissement. Il y a beaucoup de Chinois qui sont issus de la diaspora d'Asie du Sud-Est, donc des Chinois du Laos, du Cambodge, du Vietnam, enfin voilà. Et les restaurants donc sont empreints de cette multiculturalisme culinaire, parce qu'il y a vraiment donc des passerelles. Et vous dites souvent que la nourriture a eu un rôle dans votre éducation quasiment premier, quasiment essentiel. Vos parents ont toujours beaucoup cuisiné, vous avez toujours connu les restaurants de vos parents, vous avez toujours été dans des restaurants, manger de la cuisine asiatique. C'est vraiment votre abécédaire d'enfance, j'ai l'impression. Ouais. Moi, je crois que pour tous les immigrés, le goût des saveurs de chez eux, c'est comme un billet express. Hein, vers les souvenirs, les odeurs. Voilà, il n'y a rien de mieux que de manger, que c'est vraiment quelque chose de très, très palpable. Et donc ma mère, il m'emmenait vraiment manger dans ces restaurants où eux, ils y retrouvaient le goût de leur enfance, et ça leur permettait de voyager, de revenir sur ces terres qui pouvaient plus, où ils pouvaient plus aller. Donc il y a un plat en particulier qui vous rappelle votre enfance? Ah bah alors complètement. C'est la soupe de Phnom Penh. En fait, c'est une soupe qui est vraiment, en plus, qui porte le nom, donc la capitale du Cambodge, et qui est vraiment c'est vraiment la soupe qu'on mange au petit-déj. Donc ma mère me disait, il y avait des carrioles qui arrivaient et tout ça, avec donc en fait c'est un peu, vous voyez, Loi dans Kung Fu Panda, vous voyez ou pas? Ouais, complètement. Donc c'est ça. C'est la carriole qui vient avec l'eau qui bout et tout, et donc vous commandez votre soupe de nouilles, ils trempent les nouilles dans l'eau, genre bouillante, mais 1 minute, quoi. Ça ressort, pop, ils mettent les trucs au-dessus, bam, et vous mangez. Vous êtes là sur un petit tabouret en plastique rose, là, au bord de la route. Et ils mettent plein de trucs. Bon, c'est un truc terre-mer, donc il y a un bouillon terre-mer avec des os et aussi comme des calamars, voilà, vraiment un goût très iodé. Et donc les nouilles de riz, donc elles sont blanches et fines, la bonne dose d'huile bien sûr parce qu'il faut que ça glisse. Et ensuite il y a des tranches il y a de la verdure, il y a de la coriandre, il y a de l'ail frit. L'ail frit c'est hyper important. Et voilà, et plein de volailles, enfin de tranches de viande, voilà. Ah, ça fait hyper envie. Hyper faim. Voilà. Alors, on arrive à la nourriture, ça tombe bien parce que je voulais qu'on parle de votre blog et du nom de votre blog, La Petite Banane. C'est un surnom que vous donnez votre mère. Et en faisant mes petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes de la seconde génération de l'immigration chinoise ou asiatique qui portaient ce surnom. Ça renvoie à quelque chose de très, très spécifique, en fait. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire? Ouais, la petite banane, c'est vraiment ça. C'est vraiment ma mère qui s'exaspérait parce que j'avais l'air jaune à l'extérieur, donc chinoise à l'extérieur. Mais qu'à l'intérieur, elle trouvait que j'étais pas assez chinoise, en fait, parce que je parlais mal ma langue maternelle, je parlais beaucoup moins bien qu'elle, bien sûr. Et aussi parce que elle trouvait que je prenais des habitudes de français. Pour elle, ça veut dire, c'était... je répondais, que je me sentais plus... Voilà, en fait, c'est vraiment... Ma mère me disait tout le temps... intègre-toi, hein, surtout, mais n'oublie pas que t'es chinoise. Surtout, c'est un peu sois française, mais n'oublie pas quand même que t'es un peu chinoise, hein. Même beaucoup, tu vois. C'est vraiment je pense que les enfants d'immigrés ont ça, cette espèce de contradiction de, attention, ne te fais pas remarquer. Sauf que tu vois, on peut pas complètement gommer, mais si, gomme les trucs, et ensuite on te reproche que tu vois, voilà. C'est vraiment très...
Peut-être que c'est le propre d'une seconde génération, parce que l'immigration asiatique en France, elle est finalement beaucoup plus récente que l'immigration maghrébine, par exemple. Les enfants qu'on entend aujourd'hui dans les médias issus du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, sont là depuis 3 voire 4 générations. Alors que cette espèce de tiraillement entre la culture française et la culture d'origine de ses parents, c'est quelque chose que vous ressentez beaucoup plus fort, puisque vos parents sont nés là-bas. Oui. Je sais pas, c'est peut-être que j'ai eu l'impression en lisant sur cette idée de banane, j'avais l'impression que c'était un peu ce qui ressortait des discours, ce fait d'être entre deux cultures, un peu le cul entre deux chaises. Ouais, je pense que c'est vrai que l'immigration, elle s'arrête. Enfin, il y a aujourd'hui encore des primo-arrivants. Donc oui, effectivement, c'est vrai que c'est peut-être plus récent et plus frais. Et je pense aussi que, par rapport aux autres communautés en France, on attribue aux Asiatiques ce truc de « vous êtes la communauté modèle ». Il y a vraiment dans l'inconscient collectif cette croyance que les Chinois sont travailleurs. Alors que moi, honnêtement, je connais pas un enfant d'immigré qui va vous dire « mes parents, c'était des grosses feignasses ». C'est le propre de l'immigré. Vous êtes dans un pays, vous avez tout perdu, vous cravachez, quoi. Donc, mais c'est bizarre que cette étiquette-là, elle ne soit donnée que globalement. C'est pas qu'en France, je veux dire, même aux États-Unis et dans tous les pays qui ont accueilli des immigrés d'origine asiatique, on les assigne à cette communauté modèle qui serait plus respectueuse des règles de l'autre, qui serait donc plus travailleuse et plus discrète. En fait, ça veut juste dire, traduction, fermez bien votre gueule. Il ne faudrait pas non plus faire comme les autres et demander des droits comme les vrais Français. Enfin, c'est vraiment ça que j'entends, moi, quand j'entends ça aujourd'hui. Et que, moi, c'est quelque chose que... C'est du racisme, ce qu'on appelle le racisme positif, les stéréotypes positifs. Voilà, c'est vraiment... C'est ce faux compliment qu'on te fait quand t'es asiatique. On dit « Ah, mais vous, vraiment, vous aime bien. Vraiment, vous n'êtes pas comme les autres. » Tu sais, et ça révèle, en fait, tout cette... le vivre ensemble, tous ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Et que parce que le racisme anti-asiatique, il existe et les clichés tuent, puisque on l'a vu récemment, ce cliché de l'homme de l'asiatique qui travaille dur, qui est sans papier, donc qui porte pas plainte, qui a du liquide sur lui, qui blanchirait peut-être de l'argent, qui serait peut-être mafieux. Vous voyez, ça a tué un homme qui s'appelle Zhang Shaolin. J'avais l'impression qu'on en parle un peu plus tard, mais effectivement, c'est très important. Zhang Shaolin, un courtier de 49 ans, père de 2 enfants, qui venait de la région du Wenzhou, qui a été assassiné le 7 août 2016 à Aubervilliers, et effectivement en raison de stéréotypes racistes. Absolument, donc cet homme qui n'avait donc un sac à dos avec rien dedans, il est quand même mort des suites d'une agression. Parce qu'on croyait qu'il avait beaucoup d'argent sur lui parce qu'il était chinois. C'est fou. Donc oui, les clichés tuent, et donc c'est important de se défaire de ces images. Rien n'est positif, en fait, quand c'est des stéréotypes. Et c'est peut-être réducteur, c'est hyper réducteur, et ça nous enferme. Et moi, par exemple, j'ai bénéficié du stéréotype de vous les Asiatiques, vous êtes hyper bons à l'école. Parce que j'étais hyper moyenne, moi. J'avais toujours les encouragements. Vous voyez, je déteste ce mot, les encouragements. C'est vraiment tu peux toujours mieux faire, tu n'es jamais suffisante. C'est sur la bonne voie. C'est ça. Et j'étais hyper moyenne, mais comme je suis asiatique, on croyait que j'étais une tronche. C'est fou. Et on peut penser que c'est positif. Mais alors, en fait, moi, ce que ça voulait dire, c'était que quand je comprenais pas quelque chose, il fallait absolument pas que je pose de questions. Je préférais rester dans mon ignorance plutôt que la maîtresse, plutôt de lui révéler le fait que je ne savais pas. Et peut-être mettre à mal, tu vois, cette image de toute une communauté. C'est dingue. C'est très intéressant. Parce que moi, quand je suis venue à Paris, il y avait une erreur dans mon dossier, et ils m'ont fait sauter une classe. Donc j'ai sauté la classe du CE1, qui, quand on est parent, on sait que c'est le niveau où il y a à peu près le plus d'apprentissage du cycle 1, d'accord ? Donc je suis arrivée en CE2,
Et en plus, moi, je suis née en fin d'année. Donc, si tu veux, j'avais l'air, mais d'un bébé. Donc, j'avais c'était terrible. Voilà, j'avais l'air, j'étais minuscule, et puis je parlais pas, j'avais peur, enfin bon, tout allait mal. Voilà. Et donc la maîtresse, elle s'est pas rendue compte qu'en fait je comprenais rien. Et il fallait surtout pas qu'elle découvre que j'étais une impostrice, parce que tu comprends, voilà. Donc en fait je disais rien. Et il y avait cette phrase. En fait, les gens répétaient des choses par cœur qu'ils avaient apprises l'an passé. Il y avait cette phrase, mais où est donc Ornicart? Et moi je me disais, mais qui c'est ce Ornicart? Ah, c'est génial, c'est tellement mignon. Je disais, mais il est où? Et en fait, c'est ce qui est dingue, et je me suis rendue vraiment, pendant 1 an, je me suis dit, mais ne dis rien, je comprenais rien, ne dis rien, surtout. Et maintenant je me rends compte à quel point ce stéréotype m'a affectée, m'a fait du mal, puisque du coup... après, du coup, ça a quand même eu des conséquences sur ma scolarité. Même si, et puis, il y avait ce truc de « c'est génial, t'as sauté une classe, t'es hyper en avance, mais t'es hyper intelligent. » Alors, pas du tout. C'était purement administratif. C'est dingue. Vous parliez tout à l'heure du fait qu'on vous a fait apprendre le chinois. Vous avez fait des voyages linguistiques aussi en Chine quand vous étiez adolescente. Je voulais savoir si vous vous rappeliez de la personne que vous étiez, l'adolescente que vous étiez à ce moment-là, quel rêve vous aviez, quelle sensation vous aviez. Alors moi, le cours de chinois du dimanche, j'allais tous les dimanches au cours de chinois. Bon, je détestais ça, hein, voilà. C'est hyper dur le chinois, je dis même pas ça parce que je trouve que c'est une très belle langue, hein, mais c'est très dur, et si vous pratiquez pas tous les jours, enfin comme dans toutes les langues, je pense que si le français n'était pas la langue que je pratiquais tous les jours, ça m'horripilerait, toutes ces règles à apprendre, tout ça, enfin je veux dire, c'est... Donc j'avais beaucoup de mal en chinois parce que c'est une langue où il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup de par cœur, c'est-à-dire qu'en fait, le chinois, c'est très difficile au début, et ensuite, après, vous pouvez kiffer. Enfin, c'est très, très paradoxal. Par exemple, l'anglais, c'est une langue qui dit, enfin, on croit que c'est facile. Elle est accessible, disons. Voilà, c'est-à-dire que voilà, mais en fait, c'est une langue très difficile ensuite à masteriser. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment différent. Le chinois, c'est le contraire. C'est que, au début, il faut tout réapprendre et tout ça. Mais ensuite, une fois que vous connaissez je crois qu'il faut connaître quelques centaines de caractères pour vraiment pouvoir s'exprimer. Moi, j'en suis jamais arrivée là. Ça fait beaucoup quand même. Ouais, 200 ou 300. Enfin, c'est vraiment une base minimale. Mais moi, je suis jamais arrivée là. Et ensuite, ma mère, elle nous envoyait dans des voyages linguistiques. Donc ma mère, elle a vraiment ce truc de... Quand on fait quelque chose, c'est pas uniquement pour le plaisir. Il faut absolument... Quand on voyage, il faut aussi qu'il y ait une fonction au voyage. Et la fonction, c'était que qu'on en revienne bilingue. Voilà. Et donc, je suis partie plusieurs fois à Taïwan, par exemple, qui était vraiment... qui faisait des colonies de vacances en fait pour les enfants de la diaspora, pour qu'on puisse donc être fiers de nos origines, qu'on puisse avoir des copains qui étaient aussi comme nous des asiatiques, mais dans d'autres pays, aux États-Unis, au Canada, voilà, en Angleterre, et c'était super, vraiment c'était incroyable, parce que je me suis rendu compte quand je suis arrivée dans cet endroit qu'il y avait des gens qui vivaient exactement les mêmes choses que moi, la même sensation d'être l'autre, mais complètement ailleurs. C'est-à-dire qu'ils étaient aux États-Unis et ils vivaient la même chose. Et je le retrouve d'ailleurs dans beaucoup de travaux d'auteurs asiatiques, américains, où on retrouve voilà, ce travail sur... on est toujours le cul entre deux chaises, et puis on nous a... Voilà, donc ça... Ça vous a fait du bien, ça vous a donné la sensation d'appartenir à une communauté, quoi. Ouais. Mais en tout cas, en tant qu'adolescente, moi, j'étais hyper complexée, hein, donc j'étais hyper complexée, je ressemblais pas comment dire... à la fille qui, pour moi, tenait le premier rôle des trucs que je regardais. Vous voyez, c'était vraiment... Je pense que se développer avec des représentations qui ne vous ressemblent pas, je crois que moi, en tout cas, en tant que jeune fille, ça m'a
ça m'a pas permis d'avoir une confiance en moi, une estime de moi. En fait, c'est Vous ça. parlez de l'image dans les médias, la télévision, Ouais. dans les romans jeunesse, Ouais. tout ce qu'on peut lire, voir. En fait, il n'y avait jamais personne qui vous ressemblait. C'est quoi. ça. Je pense que moi, quand je regardais Hélène et les garçons, par exemple, Ouais. pour ne citer que les trucs, voilà, que de mon. On de a le même l'époque. âge, donc je regardais Ouais. ça moi aussi. Et alors moi j'adorais. Enfin, on voulait toutes vivre cette vie-là puisque bon voilà, c'était ce qu'on nous renvoyait de c'était cool tout ça. Et moi je me disais, il y avait même pas une petite asiatique en second, troisième rôle. Enfin, elle était invisible. Et ce n'est que beaucoup plus tard, par exemple, quand j'ai regardé. Par exemple, moi, je me rappelle de Ali McBeal, qui était donc la série où il y avait une asiatique, c'était Ling, donc Lucy Liu. C'était Lucy Liu. Ouais. Incroyable. Elle était géniale. Elle en plus. était Son vraiment, rôle était vraiment cool. c'était top. Et c'était l'une des premières fois où il y avait une image d'une personne, voilà, avec des cheveux comme moi, avec des yeux comme moi, et qui faisait quelque chose. Enfin, qui avait des lignes à dire, qui voilà. Et donc c'était déjà génial. Et après, je me suis rendu compte qu'elle était hyper sexualisée. Donc là, Ouais, c'est encore ouais. un autre débat. Que c'était Justement, vraiment. en parlant de ça, je voulais ouais. poser cette question. Vous êtes devenue femme ou vous l'étiez de naissance? Eh ben, je me demandais s'il y avait des gens qui vous répondaient oui, je suis née femme. Parce que c'était un peu comme, ça fait un peu comme, I woke up like this. Tu vois. Non, Mais en fait, ça a aucun sens. Cette question n'a aucun Ah, sens d'accord. parce qu'on sait tous qu'on est construite. Ok. Mais en même temps, ça donne toujours lieu à des réponses intéressantes. Ouais, non. Bah, moi, clairement, je suis devenue femme, hein, et je suis devenue femme il n'y a pas très longtemps, hein, donc vraiment, il n'est jamais trop tard. Moi, je suis devenue femme, je pense, après avoir eu mon 3e enfant. Donc, Ah oui. Voilà, enfin, même, il n'y a vraiment pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps que je mets du rouge à lèvres rouge. Il n'y a pas très longtemps que je mets de l'eyeliner. Il n'y a pas longtemps que je m'autorise à faire des choses et à être juste, voilà, comme je suis. Et en fait, moi, je pense que moi, j'étais en tant que jeune fille, j'étais formée très tard. C'est-à-dire que j'ai longtemps été le bébé. Bon, déjà, j'étais en avance, mais surtout, j'étais vraiment un bébé. À 15 ans, j'avais l'air d'en avoir 10 de moins. Bon, à 37, c'est hyper gratifiant, hein, mais à 15 ans, c'est hyper insultant. Et donc, du coup, j'étais invisible, je plaisais à personne. Les garçons ne me regardaient jamais. Et je suis passée de tout au tout. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais invisible. Et quand je suis devenue... vraiment, j'avais plus, je pense, plus la vingtaine et tout. Il y avait cette image, ça m'a frappé de plein fouet, cette hypersexualisation des femmes asiatiques. Parce que tout d'un coup, je passais de invisible à... ah, tu me rappelles vraiment quelqu'un que j'ai rencontré en Thaïlande, tu sais. Il y a une phrase que j'ai notée dans une de vos vidéos, dans une des vidéos de Ça reste entre nous, dans la première où vous apparaissez, un mec qui dit « J'adore les Asiatiques ». Ça veut dire qu'en fait, t'es assignée à être docile, douce, bonne mère, bonne cuisinière, que tu fais bien les massages, évidemment, et voire même les finitions. Mais quelle horreur! C'est vraiment... C'est ça qu'on ouais. projette, en fait. C'est exactement ça. Enfin, moi, c'est ça que je ressens quand j'entends ça aujourd'hui. Même si, mais à l'époque, en tout cas, en tant que, quand j'étais pas encore complètement, enfin, je sentais qu'il y avait un malaise, mais je savais pas quoi. Mais comme j'avais été invisibilisée pendant toutes ces années, je me suis dit, bon, allez, attends, je suis hyper contente qu'il me remarque. Attends, je prends, tu vois, même s'il pense que je suis une grosse chaudasse, j'y vais, tu vois. Et en fait, c'est d'un extrême à l'autre, c'est vraiment dans la douleur que je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure manière d'avoir une relation sincère avec quelqu'un. Et mais c'était hyper violent parce que ce truc déjà de tout de suite être renvoyé à un objet sexuel. Ce truc sur le vagin serré, hein. Ça c'est insupportable. Donc comment est-ce que tu crois que moi je peux savoir ça, enfin, est-ce que avec mes copines on fait des tests? Non, on peut pas savoir ce genre de truc, enfin, donc ce truc de mais il paraît que j'ai jamais couché avec une asiatique, déjà ça c'est vraiment le truc, voilà. Et il paraît que vous êtes toutes tu vois, hyper souple. Enfin, c'est quoi ce genre d'entrée en matière, tu vois, c'est pas du tout engageant si tu veux de dire ça. Donc, et ça, c'est vraiment, voilà, c'est ce malaise. Et j'ai réussi au fur et à mesure, j'ai mis des mots dessus en me disant, mais attends, mais pourquoi il me dit ça? Mais vraiment, c'est un connard. Enfin, tu vois, mais ça m'a mis vachement de temps pour me dire que c'était un connard, hein. Pendant longtemps, je me suis dit, putain, c'est cool, il m'a remarqué, tu vois. Ouais. Donc ça, c'était un peu violent. Et voilà, ça, c'était, c'est un peu, il y a eu plein de relations qui ont pas eu lieu.
avec Ouais. ça, quoi. Et à l'époque, quand vous aviez 20 ans, vous étiez faite pour devenir avocate. Vous avez fait Ouais. votre droit, c'est Ben ça? ouais, j'avais fait le droit parce que c'était... moi, j'avais fait mes études pour faire plaisir à mes parents, hein, parce qu'il fallait bien qu'elle justifie, ma mère justifie tous les sacrifices qu'elle avait faits, donc je voulais vraiment aller jusqu'au bout de ça. Donc j'ai fait 5 ans de droit, je passais mon barreau, j'ai rempli ma part du contrat, hein, voilà. Et après, j'ai dit à ma mère, bon voilà, maintenant... Enfin, je me suis vraiment sentie comme si, tu vois, j'ai fait mon job. Et du coup, ça a pris du temps, mais je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans la vie. Et moi, ce que j'ai toujours aimé, mais depuis petite, c'était l'émotion des mots. J'avais toujours rêvé d'écrire, même si pour ma mère, écrire, c'était vraiment pas un métier pour nous, hein, tu vois. Enfin, c'était un truc de rêve, les rêves. Nous, on peut pas avoir de rêve, tu comprends. Enfin. Et donc, je l'avais caché au fond de moi. Et puis, petit à petit, je l'ai ressorti parce que j'ai rencontré des gens dans ma vie qui m'ont dit, mais attends, tu peux le faire, quoi. Et tu vois, c'est fou d'avoir besoin qu'on te valide, mais voilà. Mais maintenant, j'essaie de me détacher de ça et de me dire, tu peux le faire. Et là, en ce moment, je suis en train de travailler sur mon premier roman, qui est vraiment je suis super contente. Bravo, c'est Merci. incroyable, ça. Ouais. C'est vraiment le roman que je voulais lire quand j'étais petite. Donc voilà, donc je suis en train de... Et en plus, quand je me suis enfin autorisée à le faire, c'est comme quand l'univers, il conspire pour t'aider quand tu fais un truc pour toi, tu vois. Et j'ai rencontré... je travaille avec une fille qui est incroyable, une femme incroyable que j'admire pour son travail, son humanité, qui s'appelle Faiza Again, et qui a accepté de m'aider dans mon... Faiza Again. Elle est Kiff incroyable. demain, c'est un des romans qui m'a donné tellement le plus de niaque dans ma vie. Elle est incroyable. J'ai dû le lire à 23 ans, Ah ouais, non, enfin, c'est- une dizaine d'années, quoi, 10-15 ans quand c'est sorti. C'était dingue. Et elle sort son prochain roman très bientôt. Et donc, elle vous accompagne dans elle a l'écriture? accepté de me corriger, enfin de m'aider, de faire. Donc je suis hyper contente. Donc voilà, et bon, et donc je cherche un éditeur pour mon Le message est manuscrit. passé. Voilà. Et il y a le journalisme aussi qui vous a rattrapé. Hein. Donc, votre blog, évidemment, il y a un travail journalistique qui est d'ailleurs très précis, qui fait avec beaucoup de rigueur. Quand vous testez un Merci, restaurant, c'est enfin, moi, j'ai passé 3 heures hier dessus à prendre des notes, etc. Et vous écrivez pour plusieurs supports, notamment Chine Info et le magazine Koi, Oui. qui est un magazine Ah oui. sur les cultures asiatiques qui a été créé tout récemment. Ouais. Le numéro 3 sera en kiosque en janvier. Alors, j'ai lu une interview de la fondatrice du magazine qui s'appelle Julie Amaïd. Et elle parle du traitement médiatique des communautés asiatiques. Et elle dit cette phrase que je trouve assez intéressante. Elle dit ce sont toujours les mêmes articles, en fait. Nouvel An, agression, richesse asiatique de France. Et c'est en fait très rarement bienveillant. C'est une impression que vous partagez vous aussi. Ah bah complètement. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à écrire sur la gastronomie asiatique, bon, je l'ai fait par conviction, parce que je voulais vraiment parler des restaurants que moi je fréquentais et que j'en avais marre de lire des trucs horribles là-dessus parce que le serveur parle pas français. Mais je me suis quand même rendu compte qu'il y avait dans la gastronomie autant de cases qu'il y a dans la société. C'est-à-dire que vous avez la cuisine française et toutes ses nuances, ce qui est normal, hein, puisque c'est une magnifique cuisine, hein, gastro, bistrot, terroir, région par région. Mais en face de ça, vous avez le reste, cuisine du monde, Ouais. où on met tout le reste. Ouais. Et c'est quand même fou, moi, je trouve, de ne pas appliquer aux autres le soin qu'on prend pour se regarder soi-même. Donc ça, c'est vraiment... Et ce truc, par exemple, de dire la cuisine asiatique, par exemple. Moi, c'est quand même incroyable, puisque vous ne diriez jamais « j'adore la cuisine européenne ». Enfin, je veux dire, de Stockholm à Faro, il y a autant de différences que de Séoul à Hanoï. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est vraiment... Et donc, il y a vraiment ce truc aussi c'est une cuisine de minorité. C'est-à-dire que moi... j'entends souvent... Il y a vraiment un truc sur les cuisines asiatiques où c'est... surtout de Chine et d'Asie du Sud-Est, des ex-colonies françaises. Il y a vraiment une image très négative de... C'est un peu gras, c'est cheap. Et puis, faut faire attention parce que tu peux tomber malade. Ah oui, ça, évidemment. Parce qu'une fois, j'ai mangé dans un restaurant chinois et je suis tombée malade. Alors maintenant, je mange plus jamais ça. Ouais. Mais on dirait jamais... J'ai mangé dans une brasserie, je suis tombée malade, je mangerai plus jamais dans une mauvaise brasserie. vitre un jour et non, mais c'est exactement c'est ça. Ouais. Et je pense que voilà, en fait, ce privilège-là, c'est le privilège de la majorité. Parce que quand on est une minorité, on représente tous nos semblables. Et donc, si tu fais une erreur, tu impactes tous les autres qui te ressemblent. C'est quand même dingue. Et donc, en fait, il faut vraiment qu'on se détache de ça.
Et là, donc, en fait, on arrive directement à ce à quoi je voulais qu'on arrive. Il y a une prise de conscience incroyable. Vous êtes en train de l'incarner à ce micro déjà. Et puis, il y a un collectif asio-féministe qui a été créé récemment, qui s'appelle Sokinyae, qui se situe dans la lignée du collectif afroféministe. Moi aussi, j'ai vu qu'il y avait une espèce d'adoubement. Voilà, c'est une ligne qui est quand même assez radicale politiquement, qui est non mixte. Est-ce que vous vous en réjouissez ? Ah ouais, mais complètement. Moi, toutes les initiatives de femmes qui font des trucs, moi, je trouve ça incroyable. Et j'ai rencontré plusieurs personnes de ce collectif. C'est vraiment des filles super. Elles sont jeunes, elles sont dynamiques, elles sont hyper... Enfin, moi, si à leur âge, j'avais accès à le niveau d'éveil, de conscience qu'elles ont, mais je serais tellement... Je les trouve incroyables. Moi, il y a des gamines, il y a des filles, elles ont 17 piges. Enfin, alors, peut-être pas dans ce collectif-là, mais je trouve ça génial qu'on puisse... embrasser des choses aussi sérieuses et puis qui impactent la vie des gens aussitôt. Moi, je trouve ça c'est génial. Les questions qu'elle soulève, elles sont assez connectées à ce que tout à l'heure vous parliez sur l'exotisation des femmes asiatiques, ce genre de stéréotypes que vous pourrez vous prendre dans la figure régulièrement. C'est ça, donc qu'elle questionne principalement. Ouais, il y a une question très décoloniale parce que cette exotisation, cette fétichisation des femmes asiatiques, en tout cas, elle prend sa source dans l'histoire coloniale. Parce qu'il y a eu c'est le fantasme du colon. C'est vraiment ce truc de le mec qui fait des milliers de kilomètres pour amener des épices et des tissus colorés. Il faut qu'il goûte à la femme locale. Il y a vraiment la chosification est là. Et la littérature de l'époque s'en ressent énormément. Et c'est une littérature qui a été hyper populaire. Hein. Il y a eu Madame Chrysanthème de Pierre Loti. Puis il y a eu Madame Butterfly qui a été portée à l'opéra par Puccini, qui est vraiment l'histoire de cette femme. Enfin, c'est comme un soldat, qui vient et qui se marie avec une femme pour le plaisir, et puis qu'en fait la femme se suicide parce que elle comprend pas. Donc en plus on est un peu teubé dans le truc, quoi. Donc et il y a eu Miss Saigon, et il y a un autre livre qui parle de Suzy Wong et qui a inspiré cette marque de produits asiatiques qui s'appelle Suzy One, que vous pouvez trouver dans votre supermarché. Oui, bien sûr. Donc, en fait, quand vous achetez votre sauce soja Suzy One, la prochaine fois, pensez que ce nom, c'est une prostituée hongkongaise qui a été sauvée par son chevalier blanc. Et tout ça, on perpétue. Ils sont encore là. On est en 2017 et c'est toujours là. Et c'est voilà. C'est parfois dur à comprendre quand on discute sur les représentations de genre. Que les gens comprennent qu'un roman qui a pu marcher dans les années 60, il est encore tellement ancré dans les esprits. C'est difficile de le faire entendre. Ah bah oui, non, mais et puis moi, je le vois aussi au niveau de l'humour, parce qu'il y a beaucoup de choses que voilà. Par exemple, moi, j'ai jamais trouvé l'accent asiatique de Michel Lèvre drôle. J'ai jamais aimé Super Chinois d'Éric Judor. Mais Kev Adams qui fait sa yellow face, je trouve pas ça drôle. En fait, quand il rit de nous et qu'il rit pas avec nous, en fait, je comprends pas pourquoi. Enfin, tu vois. Et puis les gens nous disent, on peut plus rire de rien. C'était quand même mieux au temps béni des colonies. On pouvait rire des indigènes sans risquer la colère de Twitter. Mais tu vois, enfin, je veux dire, aux gens qui veulent faire de la provocation, aller dénoncer des injustices, dénoncer le système. Mais si c'est pour enfoncer des portes grandes ouvertes et surfer sur les clichés et les raccourcis, enfin, tu vois, pense pas que c'est pas de la provocation, c'est juste de l'opportunisme. Et il y a aussi, avec les Asiatiques, ce truc qu'on appelle le racisme ordinaire. Tu sais que le racisme ordinaire, c'est vraiment ce truc, c'est le racisme qui passe bien. Tu sais, mais il passe bien pour qui, en fait ? Parce que, en fait, il passe bien pour celui qui le dit. Tu dis quelque chose, en fait, t'es pas responsable. Mais celui qui le reçoit, il est jamais ordinaire, ce racisme. Il peut jamais être indolore. Donc, tu vois, il y a ce truc que je trouve dingue, c'est quand on dit en français, c'est du chinois pour moi. C'est pour dire, j'y comprends rien, vraiment, c'est... Et je me dis, mais, en fait, si tu comprends rien à l'anglais, tu dirais jamais, c'est de l'anglais pour moi, tu vois. Enfin, en fait, le truc chinois, c'est vraiment le ching chang chong. C'est, quand tu parles, on dirait ching chang chong. Moi, ça m'a toujours, ça entretient cette idée que c'est quelque chose qui est complètement inaccessible, trop compliqué, trop exotique, trop éloigné de nous, en fait. Puis il y a aussi un truc c'est une langue de barbare, on va pas s'abaisser à l'apprendre. Ouais. Et aujourd'hui, quand je vais au Franprix, je vois encore ces petits gâteaux chinois, là. Tu sais que les gâteaux chinois du Franprix, ils sont pas du tout chinois. Ils sont alsaciens. Et le mec qui a importé les viennoiseries s'est dit, c'est trop compliqué ce nom, on va dire que c'est chinois, comme ça au moins tout le monde comprendra. Et c'est quand même fou.
Alors, donc il y a vraiment ça, il y a le racisme ordinaire et ce qu'on appelle aussi, par exemple, l'appropriation culturelle. Moi, quand je vois des gens avec des tatouages de sigles chinois, je me dis, mais tu vois, c'est quand même dingue que toi, quand tu te tatoues un truc, peut-être que tu comprends même pas quelque chose, mais bon, bref, c'est hyper cool hein, sur toi. Et quand moi, je parle ma langue maternelle, on me dit, ah, c'est trop bizarre. Hein. Et je me dis, mais attends, c'est-à-dire que sur toi, c'est classe et sur moi, c'est crasse. Enfin, je veux dire, en fait, c'est là l'appropriation culturelle. Pourquoi est-ce que c'est pas pourquoi c'est pas jugé de la même manière quand c'est sur l'un ou sur l'autre, tu vois? Donc ça, c'est des vrais soucis. Moi, quand j'étais petite, la maîtresse a dit à ma mère, il faut arrêter de lui parler chinois, madame, parce que en fait, elle va pas s'intégrer. Ma mère, vous imaginez bien qu'elle s'est empressée d'appliquer les conseils de la maîtresse. Hein. Mais il faut se dire que la diplomate américaine qui parlait anglais à sa fille, on lui a jamais dit « Ah non, mais ça sera trop un handicap pour vous dans sa vie, quoi !» Non, encore que le chinois, aujourd'hui, ça va mieux avec le chinois. Oui, il y a parce aussi que, le truc, apprendre le chinois, au moins, dans sa vie, il réussira. Il pourra aller voilà. travailler en Chine. C'est ça. Parce que c'est là qu'il y a tout l'argent. Quoi. Il y a aussi encore il y a ça, ouais, l'ouverture économique, ouais. Il y a vraiment, je crois que la langue chinoise, maintenant, dans les écoles, c'est un peu l'allemand de l'époque. Tu sais, l'allemand, c'était la langue que tu prenais pour t'éloigner un peu de la mixité sociale. Ouais, complètement. Mais bon, mais ça s'arrête. Il y a quand même des limites, parce que quand c'est un bus de Chinois qui arrive au Galeries Lafayette, tu sens quand même l'agacement général de tous les vendeurs, hein, tu vois. Ouais. Et genre, ils disent, oh là, ils sont trop relous. Ils lèvent les yeux au ciel et tout. Ils ont beau faire chauffer la carte bleue, hein. Tu sens quand même que, tu vois, alors que, enfin, tu vois, les Français en voyage, excuse-moi, mais ils sont pas exempts de choc culturel. Non, mais... Mais alors, en tout cas, ce que vous décrivez, on le comprend. Puis vous avez évoqué aussi les récentes polémiques qu'il y a eu autour des sketchs de Kev Adams, etc. On sent qu'il y a vraiment une prise de conscience. Et suite à la mort de Zhang Shaolin, dont vous avez parlé tout à l'heure, il y a eu un certain nombre de manifestations. C'était assez nouveau. C'était vraiment une première en France. Cette mobilisation, il y a eu aussi des clips hein, avec des célébrités issues de la communauté asiatique qui ont pris la parole. Et moi, j'ai découvert quelque chose qui m'a en fait terrifiée. En allant un petit peu diguer sur Internet, en allant lire surtout les commentaires qui sont souvent assez parlants, qu'en gros, le réveil de la communauté chinoise contre l'asiaphobie avait été récupéré par le Front National. Qu'on érige l'immigration asiatique en étranger modèle, c'est un peu ce que vous nous expliquez tout à l'heure, et surtout qu'on essaye de, voilà, quand on dit par exemple quand ils font une manif, ils cassent pas les vitrines, ce genre de choses, et aussi qu'on cherche à montrer que ce racisme émanerait en particulier de populations noires ou maghrébines. C'est quand même assez problématique ce qui se passe autour de ça. Enfin... Ouais, moi je trouve ça vraiment fou que quand on demande un progrès social, il y a jamais aucun progrès social qui s'est fait en demandant poliment. Vous voyez, c'est-à-dire que tiens, t'as vachement de privilèges et si on partageait, oh bah oui, pourquoi je le gardais pour moi? Non, mais tu vois, c'est-à-dire que à un moment t'es obligé de descendre dans la rue et de demander ce qui est tien, puisque là c'est vraiment des trucs basiques de sécurité dans la rue, voilà, et de traitement aussi policier, puisque il y a beaucoup d'Asiatiques qui ne portent pas plainte parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de communication possible et qu'on leur dit non, là ça on peut rien faire, donc on ne prend pas la plainte, quoi. Donc oui, effectivement, moi je trouve que ce truc de la minorité modèle, on nous a dit ah mais oui c'est vrai que même vous quand vous faites des manifs vous sortez le drapeau français. Mais c'est Florian Philippot qui l'a dit, qui a fait un tweet absolument abominable pour dire bravo, au moins quand les Chinois font une manif, c'est pas comme les Arabes. Enfin, ça m'a glacé de voir ça. De toute façon, ce truc de la minorité modèle, c'est fait pour instrumentaliser les gens et pour les monter les uns contre les autres. Exactement. Voilà, c'est juste pour dire vous êtes des bons immigrés, vous êtes des mauvais immigrés. Regardez, mais dès que et même moi j'ai entendu dire ah non mais vous devriez pas vous plaindre hein, parce que faut pas faire comme les autres. C'est vraiment terrible. C'est-à-dire que même quand on demande quelque chose qui pour des personnes qui ont souffert dans leur chair, on nous renvoie cette image de non mais pas vous quand même. Ouais, pas vous. Vous devriez rester invisible comme c'est mieux pour nous. Ouais. Alors je voulais quand même préciser contre cette idée que le racisme anti-asiatique émanait surtout de communautés noires ou maghrébines, que en 2012
Le directeur de la rédaction du Point, Franz-Olivier Gisbert, a été condamné à 1 500 € d'amende pour diffamation envers les immigrants chinois pour un article sur l'intrigante réussite de la communauté chinoise en France, et particulièrement un encadré. C'était les 5 commandements de l'entrepreneur chinois. Tu travailleras 80 heures par semaine, tu dormiras dans ta boutique ou ton restaurant, tu ne rémunéreras pas tes employés car ce sont les membres de ta famille, tu ne cotiseras pas et donc ne toucheras pas d'aide, et tu ne paieras pas d'impôts. Qu'il a été condamné pour ça. Et voilà, il n'est pas issu de la communauté noire ou maghrébine. Je trouvais ça assez important de le rappeler. Ouais, c'est hyper important parce que ce racisme, ça on appellera peut-être ça encore un racisme ordinaire. C'est-à-dire qu'il blague, il a dit. Voilà, c'est sur ton humour, hein, parce que bon, tu vois, on comprend pas son humour, mais non, mais c'est vraiment bien que l'association des jeunes Chinois de France qui a donc fait cette démarche auprès des tribunaux l'ait fait et gagné. Et c'est vraiment, c'était la première décision. Et ça fera jurisprudence. Enfin, je pense que ça fait déjà jurisprudence. C'était en 2012. Ouais, c'est important. J'ai vu aussi qu'il y avait une série américaine qui s'appelle Fresh Off the Boat, qui va arriver bientôt en France sur Netflix, qui s'appelle Bienvenue chez les Wang. Et sa créatrice, Eddie Wang, a dit « Il a fallu 200 pilotes de séries avec des Noirs américains dans des rôles principaux pour que cela devienne normal de voir un Noir dans une série. Il faudra 200 séries avec des Asiatiques dans des rôles principaux pour que ça devienne normal. » Est-ce que vous êtes aussi pessimiste qu'elle ? Alors Eddie Huang, c'est vraiment il est incroyable, hein. Ah, c'est un garçon. C'est un garçon. D'accord. Moi, j'ai découvert la côte hier. C'est Eddie Huang, et dans Fresh Off the Boat, il y a Constance Wu qui est vraiment son actrice qui est incroyable aussi. Et non, moi je pense qu'une fois que ça commence. Pour moi, c'est comme quand il y a un barrage qui retient des eaux pendant très très longtemps, et une fois que le barrage s'ouvre, les eaux deviennent incontrôlables. Et moi, c'est ça que je ressens aujourd'hui, c'est-à-dire que moi, j'ai plein de choses en moi là qui sont un peu, il y a une colère, il y a une indignation, mais il y a aussi vachement d'énergie et vachement d'envie. Donc ça, je pense que tout ça, ça va venir. Et moi, j'adore. Enfin, Fresh Off the Boat, c'est vraiment incroyable, c'est super. Donc pour une fois, voilà, c'est cette famille asiatique qui est au centre de cette série. Et moi, je la trouve incroyable. Et non, moi, j'espère que ça va se populariser et toucher tous les pays qui ont des Asiatiques qui vivent là. Vous avez 3 enfants, vous nous l'avez dit. Vous êtes confiante pour leur avenir ? Ouais. Non, mais moi, j'aime bien voir le verre à moitié plein. Et moi, ma fille, l'autre jour, elle m'a dit un truc incroyable. Parce que moi, quand j'étais petite, j'avais honte d'être chinoise. Et en fait, je me suis rendu compte que ma grande, qui a 9 ans, elle est hyper fière. Elle m'a dit, tu sais, on a fait un truc sur la Chine. J'ai fait un exposé sur la Chine, maman. Elle est hyper fière d'être chinoise. Rien que pour moi, ça, c'est une victoire. Ça veut dire que en elle, il n'y a pas de conflit de je suis française, je suis chinoise, je suis ci, je suis ça, je suis cambodgienne. Non, en fait, elle est tout. Pour elle, c'est pas une question. Rien que pour ça, pour moi, c'est une petite victoire. Et je suis sûre qu'elle... Elle en fera d'autres par elle-même, mais voilà. Ouais. Gracie, c'est l'heure de la question un petit peu rituelle de la poudre. Comment vous entendez-vous avec votre utérus ? Alors moi, je m'entends hyper bien avec mon utérus. Ça, c'est chouette. Ouais, il a été habité 3 fois. Et à chaque fois, ça a été l'occasion pour moi de faire une pause, de renaître. Enfin, c'est un peu comme une renaissance à chaque fois. Donc non, moi j'ai vraiment des super. Je remercie mon utérus pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et non, on s'entend ça vraiment, ouais. Tant mieux, je vous félicite. Donc vous nous l'avez dit, vous êtes en train d'écrire un livre. Ouais. C'est important pour pouvoir écrire d'avoir accès à sa chambre à soi, d'avoir un moment. Ouais. Un endroit où on est tranquille. Est-ce que vous l'avez, cet accès ? Alors ouais, la chambre à soi, je vois très bien ce que c'est. Hein. J'adore cet endroit. Mais pour moi, franchement, c'est un combat. Hein. C'est-à-dire que il y a des jours où il y a des trucs qui sont beaucoup plus urgents que moi. Hein. La vaisselle m'appelle de l'évier, là. Il y a ma fille qui dit « Maman !» Ou, je sais pas, même mon chat, il s'y met pour me faire un truc. Mais en tout cas, je vois cette chambre à soi et ce salut et juste, il faudrait que j'arrive, que je me force, que je me discipline pour plus souvent fermer la porte de cette chambre derrière moi. Pas facile. Non. Est-ce qu'il y a des livres ou des écrits dans lesquels vous aimez vous réfugier quand vous avez besoin de réconfort ? Alors moi, je découvre
Beaucoup de littérature féministe, je me régale. Je lis plein de choses en ce moment. Donc, je pourrais pas vous citer un auteur, mais j'adore les livres de Chimamanda. J'adore donc les livres de Faiza Gay. Ouais, c'est important, on en a parlé tout à l'heure, c'est vraiment bien ça. Voilà, je commence par les auteurs modernes, mais là, je vais de plus en plus vers d'autres lectures. Voilà, je me régale, donc là, j'ai pas fini. Et par exemple, Madame Butterfly, c'est une lecture que vous recommandez ou que vous pensez qu'il faut rejeter complètement ? Ah non, moi je lis parce que je veux savoir de quoi je parle. Exactement, en fait. c'est important. C'est important parce que je pense qu'en plus, il faut pas le supprimer, mais de voir le chemin qu'on a fait depuis ça. Et cette prise de conscience qu'on a eue, et justement, il faut pas l'enlever de notre bibliothèque, mais il faut se rappeler que le chemin est toujours, il est fait, et puis il est encore long. Hein, ouais. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? Alors pour moi, la poudre, c'est vraiment la poudre qui rend belle, hein, la poudre qui donne confiance en soi. Ça me fait un peu penser, moi, à The Powder Room. Vous savez, c'est cet endroit où les femmes, ce petit boudoir où on se repoudre le nez, où on se sent bien. En fait, pour moi, je pense que la poudre, c'est vraiment un safe place. J'ai l'impression que moi, quand j'ai écouté toutes les femmes que vous avez interviewées, ça m'a donné... c'est vraiment un endroit où la féminité s'exprime et aussi la sororité. Et voilà, pour moi, quand j'écoute la poudre, je me sens vraiment encore plus femme. Merci beaucoup, Grace Lee. Merci à Grace Lee d'être venue faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son, Zisla Tortello. À la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre. L'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood, flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Teller. Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code La Poudre, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.